Auyokor 14, un volcan éteint, modifie brutalement ses signaux sous Somgand. En quelques heures, une prospection minérale routinière devient une alerte mondiale. Les courbes des marchés s'emballent, les chancelleries réévaluent leurs priorités et les services de renseignement reconfigurent discrètement leurs analyses autour du Burkina Faso. Que révèle ce basculement pour un pays jeune lorsque le nom d'Ibrahim Traoré surgit au centre de cette tension inattendue? Et si tout commençait par la manière de réagir? La découverte de Somgandé impose d'emblée une promesse implicite: transformer une anomalie géologique en stabilité durable, sans se céder aux pressions multiples qui se sont manifestées dès les premières heures. Cette trajectoire exige une discipline stratégique, car chaque donnée, densité diamantifère, profondeur minérale ou volatilité des marchés, devient un point de décision capable d'infléchir le destin économique du Burkina Faso. L'enjeu central peut se formuler simplement: assurer un contrôle souverain mesurable. Dans cette équation, les risques se superposent. L'emballement des prix nourrit des spéculations qui amplifient la vulnérabilité d'un État encore jeune, tandis que les puissances étrangères détectent une opportunité d'influence. L'écart entre enthousiasme populaire et tension diplomatique crée un espace où la moindre hésitation peut produire un effet domino sur la région. Micro-hook. Une fenêtre trop courte peut redéfinir tout un cycle politique. Ce contexte installe une attente collective. Comprendre comment une ressource exceptionnelle peut devenir un moteur de stabilité plutôt qu'un facteur d'instabilité, et mesurer jusqu'où cette promesse engage l'ensemble du pays. Le premier tournant apparaît dès l'aube du 7 septembre 2025. À 0,7 à 46, les courbes de densité minérale divergent des modèles attendus, révélant une anomalie que les techniciens ne parviennent plus à attribuer à une simple interférence. Et lorsque les vérifications successives confirment que l'irrégularité persiste malgré la calibration des instruments, un changement d'échelle s'impose immédiatement, transformant une prospection ordinaire en signal stratégique. En quelques heures, drones, scanners souterrains et images satellitaires convergent pour dessiner une structure carbonée d'une étendue inhabituelle, enchâssée dans une ancienne chambre volcanique. À midi, la nouvelle atteint Ouagadougou. À 15h, les hélicoptères militaires sécurisent le périmètre. Dans la soirée, les premières modélisations tridimensionnelles dévoilent un réseau diamantifère dépassant les cadres géologiques connus. Ce glissement de l'observation scientifique vers l'urgence nationale s'opère sans pause, porté par une logique interne que rien ne semble pouvoir interrompre. C'est dans ce contexte qu'une réunion de crise est convoquée au palais présidentiel. Ibrahim Traoré recentre immédiatement l'attention sur la dimension stratégique du site. Comprendre avant d'exploiter, sécuriser avant de communiquer. Son allocution, diffusée en direct, installe un ton mesuré qui contraste avec l'euphorie des premières heures. Elle constitue aussi une rupture narrative. Somgand cesse d'être une découverte minière pour devenir un pivot de souveraineté. Dans les villes, l'annonce provoque une effervescence spontanée. Dans les villages, certains y voient un signe transmis par la terre. À l'international, les chancelleries évoquent déjà un point de bascule, comparant Somgand aux grands gisements pétroliers qui ont redessiné des régions entières au XXe siècle. La question fondamentale, dès lors, n'est plus la taille du gisement, mais la capacité du pays à conserver le contrôle assez longtemps pour en faire un levier de stabilité. Cette interrogation ouvre la porte à la suite du récit, la réaction institutionnelle et ses premières conséquences. Pour guider la compréhension d'un événement aussi dense que Somgand, les premiers repères proviennent d'un groupe discret mais déterminant. Géologues, ingénieurs et analystes de terrain dont les observations successives ont structuré la réaction nationale. Leur travail n'a pas seulement consisté à confirmer une anomalie minérale. Il a imposé une méthode de lecture fondée sur la vérification indépendante. L'imagerie souterraine
et la corrélation des données. Sans cette rigueur technique, la transition entre la découverte scientifique et l'enjeu stratégique aurait perdu sa cohérence. La création de la cellule mixte science-défense, décidée par Ibrahim Traoré, a ensuite fourni un second niveau d'orientation. Cette structure a fédéré expertise technique et capacité d'anticipation militaire, permettant d'évaluer simultanément la vulnérabilité du site et son potentiel géologique. Son rôle a été d'établir une grammaire commune entre disciplines, afin que chaque décision repose sur une base mesurable plutôt que sur la seule intuition politique. Dans les heures suivant la sécurisation du périmètre, une équipe de spécialistes a repéré une divergence entre les modèles 3D initiaux et les capteurs déployés autour de la croûte basaltique. Cette discordance, d'abord perçue comme un artefact, s'est révélée être l'indice d'un réseau plus profond. Cette découverte a orienté la stratégie, cartographiée avant d'extraire. Lors d'un contrôle croisé, les techniciens ont identifié un schéma répétitif dans la densité diamantifère, suggérant une continuité minérale au-delà des premières estimations. Cette observation a conduit la cellule mixte à recommander un déploiement progressif, évitant ainsi les risques de déséquilibre de pression dans les zones sensibles. En somme, l'expertise guide la stabilité. Tout commence par un glissement presque imperceptible. Une prospection aurifère de routine bascule soudain vers une alerte géologique, puis vers une crise nationale. Avant 8h14, le site de Somgangde n'est qu'un point technique dans un calendrier chargé. Après 8h14, il devient le centre d'une séquence qui ne s'interrompra plus. Cette rupture marque le véritable déclencheur d'un enchaînement où chaque heure ajoute une strate nouvelle, confirmant que le Burkina Faso vient de franchir un seuil. Les techniciens observent d'abord le grésillement inhabituel des instruments. Ils suspectent une interférence, puis vérifient les connexions. Rien ne change. Ils relancent les calibrations. Le signal persiste. Les courbes dérivent et obligent à mobiliser drones, scanners et images satellitaires. Cette accumulation d'indicateurs convergents forme la première certitude. Quelque chose d'inhabituel s'enfonce sous la chambre volcanique. À 10h00, le rapport d'urgence arrive à Ouagadougou. Les équipes de sécurité se réorganisent. Les services techniques préparent un protocole renforcé. Le rythme monte d'un cran. À midi, l'information circule déjà dans les cercles spécialisés. À 15h, des hélicoptères militaires verrouillent le périmètre. L'enchaînement devient irréversible. Somgand quitte le domaine scientifique pour entrer dans celui de la sécurité nationale. Dans la capitale, Ibrahim Traoré interrompt une réunion du Conseil de sécurité. Il demande l'état exact des données, puis ordonne la mise en place d'une cellule d'analyse accélérée. L'objectif est simple, comprendre avant de communiquer. La tension se matérialise dans les couloirs. Les équipes croisent images, densité, projection. Les drones tournent sans pause. Les scanners souterrains révèlent une architecture inattendue. Les capteurs confirment une trame de carbone cristallisée qui dépasse les modèles existants. Le récit se resserre. Le soir même, Africa News évoque découverte majeure. Les marchés réagissent immédiatement. À Londres et à Dubaï, les indices diamantifères bondissent. Les analystes tentent d'estimer la magnitude de l'annonce. Les chancelleries convoquent des attachés économiques. Les services régionaux cherchent à comprendre l'ampleur de la situation. La dynamique échappe déjà au seul domaine technique. 3 jours plus tard, un nouveau seuil est franchi. Des drones non identifiés survolent la zone. Les radars détectent des signatures ambiguës. Les antennes évoquent des technologies duales. L'armée renforce le blocus. Les accès terrestres sont verrouillés. La communication externe est suspendue. Le climat change. Ce n'est plus seulement une découverte géologique. C'est un enjeu de sécurité. La création de la cellule mixte, science-défense, scelle la nouvelle phase.
Les géologues fournissent les données. Les ingénieurs interprètent les schémas. Les officiers évaluent les risques. Cette convergence discipline l'analyse et impose une méthode. Rien n'est laissé à l'improvisation. Chaque étape est validée. Chaque projection est contrôlée. La séquence devient une architecture décisionnelle. Les villages proches réagissent aussi. Ils voient dans des hélicoptères. Ils entendent les rumeurs. Ils affichent des banderoles. Notre terre, notre richesse, notre avenir. Dans les villes, la jeunesse parle d'une nouvelle trajectoire. Dans les chancelleries, l'inquiétude grandit, l'onde de choc avance. Lorsque les premières estimations techniques confirment la profondeur, la densité et la stabilité du gisement, la perception change définitivement. Somgandé n'est plus un événement, c'est un pivot. Le pays entre dans un cycle où chaque mouvement pèse, chaque délai compte, chaque silence a un coût. Et tout revient à cette première divergence, ce matin du 7 septembre, qui a ouvert une trajectoire impossible à inverser. La première base objective repose sur un contraste net. La densité diamantifère moyenne mesurée à Somgand atteint 18,6 grammes par mètre cube, soit plus de 10 fois la moyenne mondiale. Cette valeur, qui provient de 3 séries indépendantes de vérification, indique non seulement une exceptionnelle concentration minérale, mais aussi un régime de pression volcanique ancien, dont la stabilité structurelle modifie l'ensemble des méthodes d'extraction envisageables. Cette donnée inaugure la logique. À partir de cette transition, l'analyse met en lumière qu'on passe d'une prospection classique à un indice géologique sans équivalent régional. La seconde mesure concerne l'étendue exploitable du gisement. Les relevés cartographiés confirment 2,3 km², tandis que les modèles montrent une continuité minérale probable jusqu'à 15 km. L'écart entre surface certaine et profondeur potentielle sert ici de repère technique. Il désigne un réseau ramifié plutôt qu'un filon isolé. Les équipes d'ingénierie soulignent qu'une telle configuration implique des protocoles progressifs afin d'éviter les déséquilibres de pression dans les zones basaltées. Leurs recommandations s'appuient sur une lecture prudente, structurée par les données, plutôt que par l'enthousiasme. Une troisième estimation découle des projections économiques préliminaires. Si l'extraction reste contrôlée localement et étalée sur 20 ans, la valeur cumulée pourrait dépasser 200 milliards de dollars. Cette indication n'est pas une promesse. Elle constitue un cadre analytique, utilisé pour anticiper les réactions des marchés et calibrer les décisions institutionnelles. Les économistes rappellent que de faibles variations de calendrier peuvent entraîner plusieurs milliards de fluctuations spéculatives. La sensibilité extrême du marché du diamant explique la prudence observée dans les communications publiques. Chaque série de données évolue dans un même système de contraintes. Les géologues vérifient que la cohérence des profils minéraux. Les ingénieurs testent les modèles de stabilité. Les économistes croisent les scénarios. Cette triangulation renforce la crédibilité technique, car aucun chiffre n'est isolé. Chaque mesure répond à une autre. Les premières semaines de travail ont ainsi produit une structure de lecture, où le gisement cesse d'être un hasard heureux pour devenir une architecture mesurable. Les analyses indépendantes alimentent les modèles. Les modèles stabilisent les projections. Les projections guident les décisions. Ibrahim Traoré, dans ses interventions publiques, s'appuie systématiquement sur ces résultats plutôt que sur des symboles. Sa ligne directrice consiste à rappeler que la responsabilité prime sur l'euphorie. Cette orientation transforme les chiffres en garde-fous. Elle impose un rythme institutionnel où la transparence technique devient un instrument politique. Elle rassure certains acteurs régionaux, inquiète d'autres, mais installe un terrain commun où les décisions s'expliquent par des données vérifiables. L'impact de ces 3 séries se voit déjà dans les universités et les ministères. Les chercheurs organisent des séminaires spontanés. Les ingénieurs comparent les profils de Somgand avec ceux du Botswana et de la Namibie. Les étudiants manipulent les premières modélisations 3D pour comprendre les ramifications internes du gisement.
Cette dynamique académique crée un socle de compétences indispensables à la gouvernance minérale du pays. Ainsi, les données ne constituent pas un décor technique. Elles forment une charpente qui soutient la trajectoire de Somgand. Leur cohérence détermine la crédibilité du projet et leur interprétation conditionne la stabilité des décisions à venir. Le débat méthodique qui émerge autour de Somgande s'organise rapidement en deux visions robustes, chacune portée par des arguments cohérents et par une lecture sérieuse des précédents géologiques et politiques du continent. La première approche, défendue par plusieurs économistes africains, voit dans le gisement une occasion historique de rompre avec des décennies de dépendance structurelle. Selon eux, le Burkina Faso dispose enfin d'un actif stratégique suffisamment puissant pour définir ses propres règles. La rigueur institutionnelle observée dès les premiers jours, vérification indépendante, transparence des données, création de la cellule mixte, constitue pour cette école un socle qui réduit les risques habituellement associés aux ressources exceptionnelles. Un second courant, plus sceptique, avance pourtant une analyse tout aussi solide. Ses partisans rappellent que plus une ressource est vaste, plus elle attire pression, ingérence et cycle d'instabilité. Il cite les précédents du pétrole nigérian ou du cobalt congolais, où l'ampleur des réserves a créé des vulnérabilités diplomatiques et des tensions internes durables. Pour eux, l'isolement géopolitique du Burkina Faso et la jeunesse de sa gouvernance peuvent réduire la marge de manœuvre nationale, surtout dans un contexte où les puissances mondiales identifient déjà Somgand comme un pivot stratégique. Leur inquiétude repose donc moins sur les chiffres que sur l'environnement international. Face à ces deux visions, un contre-argument basé sur les faits disponibles cherche à établir un terrain commun. Les audits successifs, la cohérence des données techniques et la discipline de communication observée dans les premiers jours constituent des éléments mesurables qui distinguent Somgande des précédents souvent cités. Ibrahim Traoré et les institutions impliquées ont posé un cadre où la transparence devient un outil de stabilisation et où la méthode prime sur l'enthousiasme. Cela ne supprime pas les risques, mais modifie leur nature. La question ne devient plus « la ressource crée-t-elle l'instabilité ?» mais « la structure adoptée permet-elle de la contenir ?» Ainsi, le débat Stillman révèle moins une opposition qu'un besoin de calibrer la trajectoire sur des données vérifiées, plutôt que sur des analogies historiques imparfaites. Quelques semaines après l'euphorie initiale, les géologues détectent sous les couches diamantifères confirmées des traces de terre rares, un signal discret mais suffisamment clair pour réorienter l'ensemble de la lecture stratégique de Somgand. Cette découverte n'ajoute pas seulement une profondeur géologique, elle transforme l'évaluation du site en enjeux liés aux technologies de pointe, aux chaînes d'approvisionnement critiques et aux rivalités énergétiques du XXIe siècle. Washington réagit immédiatement en évoquant une dépendance nouvelle envers un partenaire africain perçu comme de plus en plus aligné sur l'Est. Pékin souligne la réussite d'une coopération technologique déjà engagée. Moscou voit dans cette révélation la confirmation d'un rééquilibrage géopolitique en cours. Le registre de la compétition change de dimension, car la valeur stratégique des terres rares dépasse largement celle du diamant brut. Dans les villages, l'annonce s'est vécue comme un signe supplémentaire de la Terre, tandis que dans les universités, les étudiants parlent d'un tournant énergétique. Pour Ibrahim Traoré, ce point médian recentre l'enjeu. Protéger un site qui n'est plus seulement une richesse minérale, mais une clé de souveraineté durable. La trajectoire du pays se réévalue en temps réel. Les premiers effets de Somgand ne se limitent plus aux laboratoires, aux institutions ou aux chancelleries. Ils s'ancrent désormais dans les réalités tangibles de 4 sphères distinctes du pays. Le point médian révélé par les terres rares a reconfiguré les attentes, et la manière dont ces attentes se transforment en comportement constitue un observatoire précieux pour comprendre l'évolution interne du Burkina Faso. À ce moment-là, le texte aborde le groupe NN, secteur agricole. Les communautés rurales proches du volcan
voit dans la découverte une possibilité de stabilisation économique durable. Elle commence à organiser la surveillance des routes d'accès et à structurer des coopératives soutenues par des microcrédits d'État. Ce mouvement, observé dans plusieurs villages, traduit une volonté de prévenir la captation externe de la richesse. Il révèle aussi une dynamique nouvelle, l'idée que la valeur du gisement doit s'inscrire dans une continuité territoriale, plutôt qu'être absorbée exclusivement par les centres urbains. À ce moment-là, le texte aborde le groupe DN, entreprises et tissus économiques. Les entreprises locales perçoivent Somgond comme une opportunité de redéfinir leur modèle. Certaines envisagent des partenariats techniques pour développer des services liés à la cartographie, à la logistique ou à la maintenance des équipements miniers. L'effet sur les marchés est déjà mesurable. Le plateau inédit du diamant brut stimule les anticipations et pousse les acteurs économiques à intégrer la stabilité du site dans leurs projections. Le tissu entrepreneurial découvre un levier inédit qui articule innovation et souveraineté. Tâté. À ce moment-là, le texte aborde le groupe ND, population urbaine et jeunesse. Dans les universités de Ouagadougou, la dynamique académique s'accélère. Les filières de géologie appliquée attirent une génération qui voit dans Somgandé un horizon scientifique autant qu'un débouché professionnel. Les étudiants analysent les premières modélisations 3D, comparent les densités avec celles du Botswana ou de la Namibie et participent à des séminaires improvisés. Ce mouvement produit un capital symbolique fort. La découverte devient un terrain d'appropriation intellectuelle, bien au-delà de sa valeur économique immédiate. La présence régulière d'Ibrahim Traoré dans la communication institutionnelle renforce cette impression de projet collectif. À ce moment-là, le texte aborde le groupe KV, environnement régional et diplomatique. Dans la région, les réactions s'organisent. Le Mali, le Niger et le Ghana proposent une alliance minière pour mutualiser expertise et influence, tout en évitant une asymétrie trop brutale face à la montée en puissance du Burkina Faso. Parallèlement, Washington, Pékin et Bruxelles ajustent leurs messages. Assistance technique, garanties environnementales ou propositions d'instituts régionaux. Cette densité diplomatique montre que la découverte ne redessine pas seulement la carte économique, mais qu'elle modifie aussi les équilibres de légitimité dans le Sahel. Les survols non autorisés détectés plus tôt ont déjà servi de rappel sur la fragilité potentielle du site. Ainsi, les conséquences de Somgandé s'additionnent en couches distinctes mais convergentes. Elles indiquent qu'un pays longtemps perçu comme périphérique occupe désormais une position pivot où chaque choix produit une onde de choc régionale ou interne. La fenêtre identifiée au milieu du récit se referme et se réouvre en même temps. Tout dépendra de la capacité collective à structurer cette transformation. Les mois à venir s'organisent autour de 3 trajectoires possibles, chacune reflétant un équilibre délicat entre contrôle interne, dynamique régionale et pression internationale. Somgand a déjà démontré qu'un gisement peut devenir un test d'institution, mais la manière dont ces institutions maintiendront leur cohérence déterminera l'amplitude des effets. Les signaux actuels montrent un pays entré dans une phase où chaque décision ajuste la trajectoire plus qu'elle ne la bouleverse. Ensuite, le texte explore le scénario BASE, discipline maîtrisée. Dans cette configuration, l'État poursuit la stratégie annoncée dans les premiers discours. Contrôle intégral du site, exploitation progressive, communication mesurée. Les laboratoires minéralogiques et les filières techniques continuent de se structurer, portés par l'Académie nationale des mines. Les marchés se stabilisent autour du plateau inédit, observé après l'annonce des premières données. Les alliances régionales avancent, avec un soutien technique partagé et une vigilance commune sur la souveraineté. Cette trajectoire offre une croissance régulière fondée sur la consolidation plutôt que sur l'accélération. Ensuite, le texte explore le scénario optimistique, partenariats encadrés. Dans ce scénario, le pays accepte des partenariats étrangers assortis de clauses strictes de transparence et de supervision locale. Les acteurs chinois ou brésiliens pourraient obtenir des blocs d'exploitation limités, tandis que l'État conserve la direction stratégique.
Les revenus augmentent plus rapidement, permettant des investissements directs dans la formation et les infrastructures. Toutefois, cette accélération accroît la sensibilité diplomatique. L'équilibre entre ouverture et souveraineté devient un exercice permanent. Cette trajectoire mise sur une capacité institutionnelle à absorber l'influx de pression sans perdre sa cohérence interne. Ensuite, le texte explore le scénario worst, pression externe accrue. Ici, les ingérences se multiplient. Campagnes médiatiques, survols non autorisés, tensions économiques. L'État réagit en renforçant le blocus, en centralisant davantage l'extraction et en s'appuyant sur un réseau panafricain d'entraide. Cette posture protège le site, mais ralentit l'activité économique, notamment en raison de sanctions, de restrictions commerciales ou de ruptures d'investissement. Le scénario n'est pas le plus probable, mais il rappelle que la souveraineté minérale comporte un coût si la pression internationale dépasse une certaine intensité. La clé consiste à considérer ces trajectoires comme des cadres d'analyse, plutôt que comme des prédictions. La stabilité dépendra moins du volume de minéral que de la capacité collective à maintenir un rythme institutionnel cohérent dans un environnement mouvant. Les répercussions de Somgand ne se limitent pas passons aussi aux institutions ou au marché. Elles traversent aussi les perceptions individuelles, les attentes quotidiennes et les inquiétudes diffuses qui structurent la manière dont chaque citoyen interprète la transition en cours. 3 groupes se distinguent par leur rapport aux événements, révélant une mosaïque d'émotions et de dynamiques sociales que les données brutes ne suffisent pas à expliquer. Le texte présente ensuite le groupe Ceux qui vivent près du volcan. Dans les villages entourant Somgand, la découverte s'est vécue comme une continuité logique entre la Terre et ceux qui l'habitent. Les habitants y voient la promesse de routes entretenues, de services publics mieux structurés et d'opportunités pour les jeunes. Leur vigilance autour des accès montre une volonté de participer activement à la protection du site, non par défiance, mais par responsabilité collective. Cette implication, visible depuis les premières semaines, constitue un capital social essentiel. Le texte présente ensuite le groupe, les étudiants et les milieux académiques. Dans les universités, la découverte agit comme un révélateur d'ambition. Les jeunes comparent les modèles géologiques, analysent les données, préparent des projets de recherche. Pour eux, Somgand n'est pas un symbole abstrait. C'est un terrain d'apprentissage et un levier de projection professionnelle. L'élan intellectuel observé dans les séminaires spontanés montre une appropriation rare d'un sujet national par une génération en formation. Le texte présente ensuite le groupe, les publics urbains et les travailleurs. Dans les villes, la nouveauté suscite un mélange d'espoir et de prudence. Les discussions portent sur les bénéfices possibles, mais aussi sur la capacité du pays à éviter les pièges associés aux ressources stratégiques. Les émissions dédiées au projet, qui donnent la parole aux ingénieurs autant qu'aux agriculteurs, créent un sentiment d'inclusion qui renforce la cohérence du récit collectif. 2 pistes émergent pour le public. Rester attentif au rythme des décisions et privilégier une compréhension partagée plutôt qu'une lecture impulsive des annonces. Face à l'ampleur de Somgand, la question n'est plus seulement de mesurer la valeur du gisement, mais de structurer une méthode capable d'assurer stabilité, transparence et continuité. Le plan adopté à la fin de 2025 repose sur 5 axes, chacun conçu pour transformer une découverte exceptionnelle en trajectoire durable. Sa logique est simple, préciser qui agit, comment, à quel rythme et selon quels indicateurs mesurables. Puis, le texte développe l'axe formation nationale, ministère plus académie des mines. Les institutions prévoient de former 500 ingénieurs par an afin de garantir une expertise locale. Le calendrier s'étale sur plusieurs cycles universitaires. L'indicateur principal repose sur le nombre de spécialistes intégrés aux équipes de terrain. L'objectif
est de réduire la dépendance technique extérieure et d'ancrer les compétences à long terme. Puis, le texte développe l'axe transparence technique, cellules mixtes plus laboratoire. Les drones de forage, la cartographie 3D et les données brutes sont publiés de manière régulière. Les contrôles croisés servent d'auditement d'audit permanent. Les résultats y doivent être vérifiables par plusieurs institutions. L'indicateur clé devient la cohérence des séries de données. Puis, le texte développe l'axe sécurité et environnement, armée plus agence civile. Chaque phase d'exploitation passe par une évaluation environnementale. Les zones périphériques sont reboisées lorsque nécessaire. La consommation d'eau est strictement encadrée. Les rapports environnementaux mensuels servent de base, de suivi. Puis, le texte développe l'axe supervision citoyenne, université, plus représentants ruraux. Un comité réunit chercheurs, habitants et forces armées. Les réunions trimestrielles évaluent les décisions techniques. Le critère de mesure se fonde sur la transparence publique et la stabilité sociale. Puis, le texte développe l'axe bouclier diplomatique, ministère plus consortium panafricain. L'intégration régionale crée une masse critique de soutien. Les partenariats servent de filet contre les pressions extérieures. Ibrahim Traoré inscrit cet axe dans une logique de souveraineté partagée. Ainsi se dessine une méthode où chaque pas compte et où la stabilité dépend de la constance plus que de la vitesse. Au fil des mois, Somgandé a cessé d'être une découverte spectaculaire pour devenir un repère silencieux dans la vie de ceux qui vivent autour du volcan. Là où les mineurs disaient « Nous creusons pour nos enfants », une compréhension plus profonde s'est installée. Chaque geste, chaque vérification et chaque décision participent d'un effort collectif qui dépasse la seule valeur des pierres. La terre qui avait surpris les équipes techniques au petit matin façonne désormais une autre forme d'attention.